Prenez donc le temps de vous installer très confortablement. Mais il faut tout de même se dépêcher un petit peu, car l'émission politique la plus insolite et surprenante de toute la télévision mondiale va tout de suite commencer pour votre plus grand plaisir. Notre caméra est partout, même en prenant de grands risques, parce que nous tenons fermement notre position pour défendre les intérêts de nos téléspectateurs. Il a chassé tout le monde, maintenant il va vraiment en montrer plus que les autres. Merci beaucoup. Poutine et Pachinian. Seuls nous pouvons, en ce moment même, transmettre l'atmosphère de la conversation dont tout le monde parle depuis une semaine. Tous les rapports sur l'événement sont derrière nous. Il est temps C'est Poutine et Pachinian. d'en apprendre la véritable histoire. Il y a toujours une ambulance dans les cortèges. Mais ce jour-là, ces véhicules attiraient inévitablement plus d'attention que d'habitude. Une certaine tension se faisait sentir même avant la rencontre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie discute de quelque chose avec Lavrov et on peut entendre quelques mots. La direction arménienne laisse entendre depuis longtemps qu'elle envisage d'intégrer le pays à l'Union européenne. Et bien sûr, les journalistes, oui, et en général des millions d'habitants des deux pays se demandent depuis longtemps comment Nicole Pachinian se l'imagine. Après tout, l'Arménie est membre de l'Union eurasiatique. Il doit être évident, il doit être honnêtement dit à l'avance, comme on dit, dès le départ. Il est impossible d'être à la fois dans l'union douanière avec l'Union européenne et avec l'Eurasie. C'est tout simplement impossible, par définition. Et la question n'est même pas politique, c'est une question purement économique. Nous avons des exigences absolument différentes, très distinctes en Russie et dans les pays de l'Union européenne en ce qui concerne les questions phytosanitaires. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes à ce jour, à l'heure actuelle. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, nous, l'Union économique eurasiatique et l'Union européenne, j'espère que cela arrivera. Après tout, nous vivons sur le même continent, nous pourrons finir par trouver un terrain d'entente. Mais même avant la crise ukrainienne, lorsque nous avons essayé de nous entendre avec les Européens pour travailler ensemble, rien n'a abouti. Ils adoptent une position très ferme sur pratiquement chaque question, même mineure, du moins c'est ce qu'il m'a semblé à l'époque. Nous savons que l'appartenance à deux unions est incompatible, mais ce que nous faisons, au moins, il le faut. Pour l'instant, elles sont compatibles, c'est un fait. Et tant qu'il sera possible de combiner ces agendas, nous continuerons à le faire. Et lorsque les processus évolueront jusqu'au point où il faudra prendre une décision, quelle que soit la décision, je suis sûr que les citoyens de la République d'Arménie prendront cette décision. Vous avez une intégration sous la forme de l'UE et vous y gagnez de l'argent. Et pas qu'un peu d'argent. Et votre appartenance à l'Union économique eurasiatique vous permet actuellement de vous développer à un rythme accéléré. Ils sont bien supérieurs à la moyenne de la CEI et bien supérieurs à ceux que nous avons en Fédération de Russie. Et nous disons qu'à un certain stade, si vous allez plus loin avec l'Union européenne, alors nos deux systèmes, ils ne sont pas compatibles. Ce sont des systèmes d'exploitation différents. Et à un moment donné, vous devrez faire un choix. Mais la direction arménienne estime qu'à l'heure actuelle, rien ne fait obstacle. L'UE, rien ne menace l'UE. Et si une telle situation se présente, ils l'examineront, pèseront le pour et le contre et prendront une décision. C'est aussi une position souveraine, mais au moins, il est très important que l'Arménie le comprenne. Ils doivent aussi retenir qu'actuellement, le monde panique à cause des prix du pétrole et du gaz. Le prix dépasse les 600 $ pour 1000 mètres cubes. La Russie vend du gaz à l'Arménie à 177 $ et 50 cents pour 1000 mètres cubes. La différence est grande, la différence est significative, mais c'est tout de même un autre ordre de grandeur, 600 et 177,5. Et le chiffre d'affaires commercial de l'Arménie avec la Russie se chiffre précisément à plusieurs milliards de dollars. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que, par exemple, avec le pays voisin, l'Azerbaïdjan, c'est moins de 5, 4, 9. Cela veut quand même dire quelque chose. Et sur ces 6,5, 1,2 milliard de dollars concernent des produits agricoles, des légumes, des fruits, du vin, enfin, tout ce que l'Arménie exporte.
Les exportations de l'Arménie vers les pays de l'Union économique eurasiatique ont été multipliées par 10. Poutine énumérait point par point et Pachinian, qui jusque-là n'avait fait qu'écouter, s'est penché en avant J'espère que la situation va aussi s'améliorer ici. pour prendre son carnet et son stylo. Il a commencé à prendre des notes, parfois comme s'il était surpris par ce qu'il venait d'entendre. Tout le monde est habitué à ce que le début public de telles rencontres soit généralement très sec, protocolaire, mais cette fois-ci, toutes les questions problématiques Je le répète, ce sont vos décisions, bien sûr, les décisions de votre équipe, de vos experts. ont été énoncées directement, l'une après l'autre. Et voilà que toutes les notes semblent terminées en Ce processus, qui avait acquis une dimension interne azerbaïdjanaise, n'existait tout simplement pas car il était erroné. « Mais après quelques secondes, Pachinian reprend son carnet. Je ne sais pas ce que c'est, vous et tous vos collègues. Parce que dans Ce processus qui se déroule à l'intérieur des dimensions azerbaïdjanaises, Poutine continue. bien sûr, la question la plus sensible reste tout ce qui concerne le Karabakh. Nous savons que vous et vos collègues avez eu et avez encore des questions, certaines réclamations envers l'organisation du traité de sécurité collective, OTSC. Nous sommes constamment avec vous. Nous y sommes revenus à plusieurs reprises. Mais je pense qu'il est également évident qu'après que vous avez reconnu à Prague en 2022 que le Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan, toute intervention extérieure de l'OTSC dans ce processus, qui a pris une dimension strictement azerbaïdjanaise, eh bien ce n'est tout simplement pas approprié. Ici, il faut simplement chercher d'autres moyens de renforcer les relations, mais il me semble qu'ici aussi nous devons mettre un point final, et il vaudrait mieux que cela ne devienne pas, en quelque sorte, une partie du processus politique interne, surtout pendant la campagne électorale. Dans le bureau de représentation du Kremlin, un silence total. On n'entend même pas les journalistes qui font toujours du bruit en faisant tomber quelque chose. Mais maintenant, il semble qu'on puisse même sentir la respiration de tous ceux qui sont dans la salle. Les membres de la délégation de Pachinian. Ils ont le temps d'échanger des regards et de brèves répliques. On voit qu'ils prennent leur smartphone et apparemment commencent à écrire quelque chose d'urgent à quelqu'un. Ce qui se passe ici au Kremlin sort clairement du cadre habituel. De telles paroles de Poutine et Pachinian prononcées publiquement, nous ne les avions sans doute encore jamais entendues. Et on ne peut qu'imaginer quelle discussion va maintenant avoir lieu à huis clos. Les portes se ferment à présent et la durée de la conversation qui va suivre est imprévisible. Leskov et Ushakov, aussitôt que les journalistes ont été priés de sortir, ils se disent quelque chose à l'oreille. Poutine et Pachinian n'attendent pas que les opérateurs soient complètement sortis. Et ils poursuivent manifestement une conversation loin d'être simple. Combien de temps ont duré à huis clos les négociations avec Pachinian qui avaient commencé de manière aussi inhabituelle et hors norme? Le président et le premier ministre ont discuté pendant quelques heures. L'échange a été franc, utile, nécessaire. Les partis ont exposé leurs positions respectives, notamment dans le contexte des élections à venir en Arménie, ainsi que sur les principales questions de coopération commerciale et économique inscrites à l'ordre du jour. La conversation a-t-elle été encore plus franche que ce que nous avons vu? Eh bien sûr, c'est justement pour cela qu'elle se déroule à huis clos. Oui, nous avons reconnu le Karabakh dans la composition de l'Azerbaïdjan, mais nous l'avons fait seulement après que la haute direction de la Fédération de Russie en a parlé publiquement à 2 reprises. Comment avez-vous compris pour vous-même cette phrase de Pachinian? À propos du fait que oui, l'Arménie a reconnu le Karabakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, mais seulement après que, à 2 reprises, la haute direction russe, il l'a dit. Voilà comment il s'est exprimé. Eh bien, c'est clair, vous comprenez. La seule chose que veut le président Poutine et que veut la Russie, c'est que, lorsqu'on discute de cette question, il n'y ait pas de référence inutile à notre égard.
parce que tout cela relève de la décision de la direction qui est actuellement au pouvoir à Erevan. Et la Russie n'a absolument rien à voir là-dedans. Nous ne participons pas aux travaux de l'OTSC, et cela pour une raison simple. Nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer à notre peuple, à nos citoyens, pourquoi l'OTSC n'a pas réagi et n'a pas réagi contrairement à ce qu'on attendait, aux obligations qui existent conformément au traité sur l'organisation du traité de sécurité collective. À ces propos de Pachinian, Poutine n'a plus rien répondu. D'ailleurs, tout a déjà été dit depuis longtemps. Tout ce qui s'est passé n'a aucun rapport avec l'OTSC, parce qu'il n'y a eu aucune agression extérieure contre l'Arménie elle-même. En effet, l'Arménie n'a pas reconnu le Karabakh comme un État indépendant et, à plus forte raison, n'a pas inclus le Karabakh dans son périmètre étatique. Et donc prétendre que l'OTSC aurait dû combattre sur le territoire de cette enclave, c'est un peu étrange. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien sûr. Il a déclaré de manière transparente et publique que nous reconnaissons mutuellement que l'Arménie indépendante est à 100% identique à l'Arménie soviétique et que l'Azerbaïdjan indépendant l'est aussi, à 100% identique. À l'Azerbaïdjan soviétique, je pense que c'est une base assez solide pour le développement futur de la paix. Mais si c'est une base solide, quelle réclamation peut-on avoir envers la Russie qui a aidé les partis à résoudre le conflit pendant des décennies? L'Arménie contrôlait 7 districts qu'elle a placés sous son contrôle après le fameux conflit arméno-azerbaïdjanais. Nous avons proposé de parvenir à un accord avec l'Azerbaïdjan de manière à ce que 2 districts restent sous la juridiction de fait de l'Arménie. Se trouvait également tout le Karabakh, mais la direction arménienne n'a pas accepté cela, bien que nous ayons essayé de convaincre la direction arménienne pendant une décennie, environ 10 à 15 ans. À notre question, que comptez-vous faire? On nous répondait, nous allons nous battre. D'accord. Lorsque le conflit à grande échelle a éclaté au Karabakh en 2020, c'est la Russie et ses forces de maintien de la paix qui sont venues à la rescousse. Globalement, j'ai réussi à convaincre le président Aliyev qu'il était possible de mettre fin au combat, mais une condition impérative de sa part était le retour des réfugiés, notamment à Tchoutcha. À ma grande surprise, la position de nos partenaires arméniens a été formulée de telle sorte que cela leur était inacceptable. Le Premier ministre a alors dit « Non, nous ne pouvons pas accepter cela, nous allons nous battre, nous allons faire la guerre ». En fin de compte, ce qui pouvait être prévu s'est produit, à savoir que les forces armées de la République d'Azerbaïdjan ont pris le contrôle de Choucha. L'Arménie était soutenue, elle sentait cette aide. Comme on le sait, l'Arménie n'est pas membre de l'OTSC. Or, l'Arménie n'a pas reconnu l'indépendance et la souveraineté du Haut-Karabakh. Cela signifiait, du point de vue du droit international, que le Haut-Karabakh et toutes les régions adjacentes font partie intégrante du territoire de la République d'Azerbaïdjan. Quant au fait de ne pas se sentir ainsi, l'Arménie n'était pas seule. Je vous assure que la Fédération de Russie, dans le cadre aussi bien des engagements multilatéraux que bilatéraux, y compris dans le domaine de la coopération militaro-technique, a pleinement respecté toutes ses obligations. Nous partions du principe que, même au cours d'événements aussi graves, l'équilibre des forces devait être maintenu. Et je vous assure que l'Arménie ne s'est pas sentie abandonnée ou oubliée. Et la Russie a tout fait pour que cela n'arrive pas. Dans cette interview, Poutine a rappelé qu'à l'époque, la Russie avait reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. La Russie a pris une décision concernant la Crimée. Cela peut plaire à certains et à d'autres non, mais nous l'avons fait dans l'intérêt des personnes qui y vivent et dans l'intérêt de toute la Russie. Et nous n'avons aucune gêne à le dire ouvertement. En ce qui concerne le Karabakh, cela n'a pas été fait. Et cela a bien sûr eu une influence significative sur tous les événements qui s'y sont déroulés. Néanmoins, la Russie a continué à aider les pays à chercher des points de convergence qui conviendraient à la fois à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. Jusqu'à des kilomètres, pour être honnête. Toutes sortes de corridors ont été proposés dans des échanges de territoires. On nous a proposé de tout. On a vu ces scènes souvent aujourd'hui. Lavrov discute des documents avec les délégations arméniennes et azerbaïdjanaises. Des décisions se prennent actuellement. Mais chacun avait, comme on dit, sa propre vérité. Et souvent, les discussions débouchaient
sur Des débats publics. même lors de ces sommets où les questions économiques étaient centrales. Vladimir Vladimirovitch, je m'excuse. Vladimir Vladimirovitch, puis-je dire littéralement quelques mots? Ah, d'accord. J'ai vu vos signaux et je me permets d'y réagir. Les collègues ont exprimé leur position. On continue la discussion, c'est ça? S'il vous plaît, si possible, j'ai demandé de s'arrêter là-dessus. En 2022, c'était sans doute le sommet de l'OTSC le plus tendu de l'histoire. Malgré les anniversaires, malheureusement, notre humeur n'était pas du tout à la fête. Vous nous avez demandé de clarifier notre position. Vous ne connaissez pas notre position. Nous voulons que le conflit entre les États voisins soit résolu de manière pacifique. Deuxième question. Donner une feuille de route pour le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Quelle feuille de route? Je vous réponds tout de suite à ce sujet. Asseyez-vous avec Ilham Aliyev, si besoin, demandez l'aide du président russe et prenez une décision. Si vous ne prenez pas de décision aujourd'hui, ce sera pire. Vous le comprenez bien vous-même. Nous n'avons pas besoin de ce conflit. La question est très sensible et délicate. Ce n'est pas simplement d'un côté l'OTSC dont nous sommes membres et de l'autre côté l'Azerbaïdjan. Ce sont les nôtres, deux pays amis. Et puis, est-ce vraiment l'Azerbaïdjan? Est-ce qu'il y a ici, parmi les chefs d'État et les pays présents, un ennemi ou un adversaire? Non. Je confirme ce qu'a dit le président Poutine. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont des États qui nous sont chers. C'est là toute la particularité de la situation. Nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. C'est pourquoi poser la question d'un côté, l'OTSC, êtes-vous avec nous ou non? Les membres de l'OTSC d'un côté et de l'autre l'Azerbaïdjan, ce n'est pas possible, ce n'est pas correct. Pachinian a intensifié ses échanges avec les dirigeants occidentaux et soudain des nouvelles arrivent que personne ne s'attendait vraiment à entendre précisément de la part des autorités arméniennes. Lors d'une rencontre à Prague, le Premier ministre Pachinian a fait une déclaration qui a radicalement changé le statut du Karabakh. Autrement dit, elle a défini le statut du Karabakh. L'Arménie a reconnu que le Karabakh fait partie de la République d'Azerbaïdjan. Tout tournait autour de cela, vous comprenez. C'était là le principal point d'achoppement dans la définition du statut. Et bien maintenant, les autorités arméniennes ont clos ce sujet. Elles ont déclaré que le Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan, en précisant même le nombre de kilomètres carrés. Voilà, le sujet est clos. Après cela, lors d'une des rencontres, le président Aliyev est venu me voir et m'a dit « Vous voyez, tout le monde a reconnu que le Karabakh est à nous. Vos forces de maintien de la paix se trouvent là-bas, sur notre territoire. Vous comprenez, même le statut de nos forces de maintien de la paix a immédiatement subi des changements significatifs. Et le Premier ministre Pachinian l'a confirmé. Oui, maintenant vous devez négocier sur une base bilatérale. Autrement dit, le Karabakh est parti. C'était la question clé. Le statut du Karabakh, c'est tout. L'Arménie l'a résolu. Telle est la position de l'État arménien moderne. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'était qu'une question de temps. Quand et de quelle manière l'Azerbaïdjan allait rétablir l'ordre constitutionnel là-bas, dans le cadre de la constitution de l'État azerbaïdjanais? Alors, qu'en dites-vous? Comment réagir autrement face à cela? L'Arménie l'a reconnu, mais que devons-nous faire? Et à votre avis, dans quelle mesure les revendications d'Erevan sont-elles fondées en général lorsqu'il dit que la Russie n'a pas aidé, que l'OTSC n'a pas aidé, que le blocus du Haut-Karabakh n'a pas non plus été levé et qu'il y a là-bas une catastrophe humanitaire? Que se passe-t-il? Eh bien, vous comprenez, si l'Arménie a reconnu que le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan, alors c'est tout. De quoi parlons-nous? Le statut du Karabakh a été déterminé par l'Arménie elle-même. Et pourtant, après ces événements, on a entendu toutes sortes de déclarations venant d'Erevan à propos de l'OTSC, du rapprochement avec l'Union européenne et maintenant à Moscou. Tout a été dit publiquement, en face à face. Bien sûr, pour beaucoup de Russes, ces derniers mois, cela a suscité une certaine perplexité, pour le dire doucement, ce que nous entendions assez régulièrement de la part des plus hauts responsables arméniens.
Il s'avère que tout cela a été suivi de près. Tout a été écouté ici et interprété comme nous l'avons finalement compris. Cela a été sans aucun doute perçu, sans aucun doute. L'Arménie est un pays qui nous est proche. L'Arménie, c'est un pays avec lequel nous partageons des racines historiques profondes. C'est une immense diaspora arménienne qui compte chez nous plus de 2 millions de personnes. C'est pourquoi les orientations que choisit la direction arménienne sont pour nous un sujet d'intérêt accru. Nous estimons avoir le droit d'essayer d'éclaircir la situation avec nos collègues. En effet, leur projet, discuter, Des projets dans le contexte des prochaines élections parlementaires en Arménie. et il y a de nombreuses forces politiques qui sont orientées pro-russes. Bien sûr, je vais vous parler tout à fait franchement, nous aurions vraiment souhaité que tous ces partis politiques, ces hommes politiques, puissent participer à ce travail politique interne lors des élections. Je sais que certains d'entre eux se trouvent en détention, même s'ils possèdent un passeport russe. C'est votre décision. Nous n'intervenons pas, mais nous aimerions qu'ils puissent tous participer. Dans tous les cas, participer à ce travail politique intérieur. Ces moments sont importants avec leurs expressions et leurs gestes. C'est à vous de prendre votre décision et nous vous prions d'intervenir dès maintenant. Ils étaient un comme ça. En tout cas, chacun pouvait participer à ce travail politique intérieur. Voici les paroles qui ont été prononcées. Tu sais, l'Arménie est un pays démocratique et nous avons toujours eu des processus politiques. Chez nous, les réseaux sociaux, par exemple, sont libres à 100%. Il n'y a absolument aucune restriction et de très nombreux citoyens pensent que c'est trop. À ce moment-là, notre programme observait attentivement le visage de Poutine. En Arménie, il y a trop de démocratie. Mais en ce qui nous concerne, il n'existe absolument aucun participant actif au processus politique au sein de nos divers lieux de détention actuels. Bien sûr, tous ceux qui se trouvaient dans cette salle et même tous les spectateurs se souvenaient à ce moment-là de la persécution du prédécesseur de Pachinian, Kocharian, de la persécution de l'Église arménienne, de l'arrestation d'hommes d'affaires défendant leurs convictions et de nombreuses autres histoires similaires de participants directs aux négociations à huis clos. Poutine et Pachinian. Nous déjeunons toujours ensemble. Allons-y. Oui, encore plus. Merci pour ce cadeau. Et toi? Nous? Puis ils ont posé la question principale. La partie arménienne a d'une manière ou d'une autre pris en compte nos préoccupations exprimées par le président. Eh bien, ce n'est pas à moi de juger. La compréhension a été démontrée, mais nous verrons comment cette relation évoluera dans la pratique.